Merci beaucoup à tous d'être venus. Ce mois-ci, c'est du coup vous l'avez deviné, c'est sur la virtual production. Donc c'est une formule un peu différente de d'habitude où on a une conférence d'à peu près une demi-heure, une heure. Là ce soir, ça va être sous forme de table ronde avec 3 invités plus 2 à distance qui sont, je crois, en Guadeloupe. Voilà, du coup je vais laisser Alexia présenter et puis tenir un petit peu la table ronde ce soir. Merci à tous d'être venus, merci pour l'attente aussi. La table ronde va durer à peu près entre 45 minutes et 1 heure en fonction. Alors, après il y aura beaucoup de questions si vous voulez, enfin voilà, c'est fait pour. Il y aura aussi des présentations de la part de Franz et de Pierre sur donc de Dark Matter et des Tontons Clickers. Voilà, je démarre vite, comme ça on rentre vite dans le sujet. Merci à tous et bonne table. Merci Kevin pour cette présentation et merci de nous avoir permis ce soir de parler de virtual production. Pour en parler aujourd'hui, de l'usage d'Unreal dans la virtual production, à ma gauche, nous avons Franz qui est VP Innovation Logiciel chez Dark Matter Solutions. Merci Franz d'être là ce soir. Ensuite à sa gauche, Quentin Jorquera qui est réalisateur et Visual Production Consultant. Encore réalisateur. Pas encore réalisateur. Mais oui, mais tu sais que on a mis sur LinkedIn que tu étais cinématographeur quand même. Tu as passé les étapes avec brio. En distanciel, on a Pierre-Marie Boyer qui est fondateur et directeur des productions chez les Tontons Truckers. Je ne sais pas si nous entend avec un petit temps de latence ou pas, mais... Merci Pierre-Marie d'être ici à distance et nous rejoindra certainement pendant la soirée. Alors on t'entend pas Pierre-Marie? Vous m'entendez? Ça y est. Hello. Et je disais que tout à l'heure que Lucas Sousseigne nous rejoindra probablement pendant la soirée. Je ne sais pas si Pierre-Marie tu pourras accepter à partir du moment où il nous rejoindra, qui est responsable 3D temps réel chez les Tontons Truckers également. Donc quand on a préparé ensemble cette table ronde, on s'est posé beaucoup de questions sur la VP, sur comment les gens appréhendent Unreal dans la production virtuelle. On a décidé que ça serait bien de faire un petit point technique d'abord pour commencer. Et à ce sujet, donc Franz, qui est le plus technicien de tous, a proposé de faire une petite introduction technique pour présenter l'utilisation d'Unreal et des problématiques techniques qu'on rencontre quand on fait de la production virtuelle. Donc Franz, je te laisse la parole et on va en profiter pour faire un partage d'écran, montrer un petit peu ce que Franz a préparé. Donc, bonsoir tout le monde, je m'appelle Franz Ilgen, je suis VP Innovation Logicielle chez Dark Matter, donc je dirige tout ce qui est développement informatique, tout ce qui va être utilisé, les outils qui vont être utilisés sur plateau, etc. Donc, ce soir je vais vous présenter à haut niveau ce que c'est la production virtuelle. Je vais vous montrer une publicité qu'on a faite pour Handicap International l'année dernière, pour montrer entre le storyboard et le résultat final qu'est-ce que ça donne, et puis ensuite on changera avec les autres intervenants sur place. Donc traditionnellement la production, j'imagine que tout le monde le connaît, c'est la pré-production, la production, la post-prod et la distribution. Ça c'est ce qu'on fait depuis le début du cinéma, mais la production virtuelle ça devient un peu plus compliqué. Alors ça c'est un schéma d'Unreal, mais ils veulent inclure plein de choses parce que Unreal soit utilisé à tous les endroits. Mais bon, on a le pitch vis, la pré-vis, le stone vis, etc. Donc l'idée c'est qu'utiliser Unreal du début à la fin. Et puis généralement on va utiliser les assets du début à la fin. Et donc là c'est à peu près tout ce qui va utiliser Unreal, qui peut utiliser la production virtuelle. On va du simulcam, ICVFX, c'est ce qu'on généralement on appelle la production virtuelle, donc c'est vraiment le tournage avec des écrans LED ou des vidéoprojecteurs. Ça peut être du fond vert aussi, mais bon, c'est de moins en moins utilisé, on reviendra dessus. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce qui est post-vis, pré-vis, tech-vis, j'imagine que vous connaissez tout ça. Voilà, on y reviendra peut-être un peu quand même. Pardon? On y reviendra peut-être un peu quand même. Ouais, dans les questions. Donc pourquoi utiliser la production virtuelle? Déjà,
Il y a plusieurs raisons. Ça permet des gains en temps et en coût. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première est que, imaginez qu'on doit aller tourner à l'autre bout du monde, c'est-à-dire qu'il faut déplacer les équipes, c'est-à-dire que c'est des émissions CO2. Ça, tout ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une équipe, on va tourner des plates sur place, on les rediffuse en plateau. Et là, on peut tourner la scène par la Golden Hour pendant 2 semaines si on veut, il n'y a aucun souci. On a beaucoup moins de problèmes. Pour les décors, on a plus de liberté au niveau artistique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, surtout pour des mondes virtuels, tout ce qui est science-fiction, fantastique, ça permet de créer directement les choses, ça permet d'avoir une immersion aussi pour les acteurs et les réalisateurs. Parce qu'on n'est pas devant un fond vert à imaginer qu'il y a un dragon, une comète, n'importe quoi qui arrive. On est beaucoup plus immergé et surtout si le réalisateur peut voir directement le résultat. Avec ses angles de caméra, etc., il va voir ce que c'est, il ne va pas attendre la post-prod pour voir qu'est-ce qui va arriver. Le résultat, il est quasi final, mais bon, il y a toujours de la post-production dessus hein, ça on va pas... Bon, la production virtuelle, ça a aussi des inconvénients. C'est techniquement lourd. C'est-à-dire qu'il faut du matériel, des écrans LED, un mur disons de 20 mètres par 5 mètres de haut, typiquement c'est ce qu'on va utiliser en fonction des tournages, ça va prendre 2-3 jours à monter. Et une fois qu'il est monté, on ne déplace plus. Sinon s'il faut le déplacer, il faut compter 4-5 jours, etc. Généralement c'est plutôt les décors qui vont changer que le mur. Il y a des problèmes de synchronisation, il faut être genlock avec la caméra, là on a tous les problèmes de synchro, surtout plus le mur est grand, plus on a d'ordinateurs qui vont driver le mur. Ça augmente les petits problèmes qu'on pourrait avoir en tournage. Le point qui est le plus important, je pense, quand on fait de la production virtuelle, c'est que tout doit être coordonné en amont. Parce qu'auparavant, on tournait sur fond vert, les VFX faisaient les effets spéciaux, etc. Et après, tout était intégré en post-production. Là, le travail doit être fait pour le jour du tournage, parce qu'on doit le voir sur le mur. Donc ça veut dire qu'il y a une coordination entre le réalisateur, les décors, enfin avec tout le monde. Et surtout, plus la discussion a lieu en amont, plus on peut adapter, faire le découpage, et on peut aussi donner des conseils, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, etc. Donc c'est très important de discuter bien en amont avec le réal, la production, etc. Vous allez entendre un commentaire de tous les spécialistes, hein, c'est que généralement, maintenant, quand on y voit un film ou une série, rien qu'au rendu de l'image, on va savoir que ça a été fait sur Unreal. Sur Unreal, c'est un engin de rendu, enfin c'est un moteur de jeu, mais il y a un engin de rendu, il a certains paramètres qui sont définis. Donc en fait, on va avoir toujours un peu le même look. Donc il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je dirais le dernier point sur lequel il faut faire attention, je vous aurai des images dans l'étude de cas, c'est que quand il faut faire la transition entre des effets pratiques et des effets virtuels, ça peut être compliqué. Le meilleur exemple, c'est que si vous avez du brouillard, vous faites de la fumée sur le plateau, après, comment est-ce que vous faites la transition pour qu'il y ait du brouillard dans le monde virtuel? Ça, c'est des choses qui sont très difficiles à régler. D'après ce que j'ai entendu, ceux qui gèrent ça le mieux, c'est avec leur propre engin de rendu. En fait. J'ai fait une petite liste des métiers qui sont utilisés dans la production virtuelle. Donc, artiste environnement, de toute façon, ce qu'on diffuse, ces environnements, soit des univers 3D faits à la main par un artiste, soit ça peut être aussi de la photogrammétrie, donc intégrer de la photogrammétrie pour avoir un effet un peu plus photoréaliste. Artiste d'animation, lumière, voilà. Un artiste technique pour optimisation. Ça c'est un point sur lequel je veux insister. Parce qu'une scène Unreal qui va tourner très bien sur une station de travail, dernier cri qui va tourner à 120 images par seconde, une fois qu'on passe sur plateau, qu'on passe par une display, on perd 3-4 fois en performance. Donc une scène qui est à 100 Hz, on peut imaginer la vente 25 et 30 Hz. La raison est simple en fait, c'est qu'on doit faire un rendu CubeMap pour tous les trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas on est obligé de faire 4-5 rendus de l'image par rapport à une seule quand on est dans l'éditeur, ce qui fait qu'on a des pertes énormes de performance en fait. Donc il y a un gros travail d'optimisation, il faut utiliser Nine-Night, les static mesh, etc. pour être capable de tenir. Et la dernière partie, quand on tourne, c'est qu'il faut des opérateurs sur plateau. Il faut un opérateur qui soit capable de charger les sets en fonction de le réalisateur. On peut avoir aussi un opérateur qui va lui juste gérer la lumière. On peut gérer aussi le DMX.
Et également, en règle générale, il faut gérer le tracking de la caméra. Donc ça, c'est une partie sur laquelle j'ai pas encore parlé. C'est qu'en fait, on traque la caméra. Ça permet que quand la caméra bouge, avec le mur, ce qu'on voit, c'est vraiment dans toute la perspective, on sait exactement où on est exact physiquement à ce niveau-là. Il faut quelqu'un pour installer les trackers. En règle générale, on utilise des trackers optiques, soit c'est du VAI, soit du Vicon. Mais là, il commence à avoir des solutions qui sont sans fil, sans tracking optique, et c'est vraiment ce dont on a besoin parce que sur un plateau, avec les décors, les grues, etc., ça peut être compliqué de traquer les caméras. Sans compter que les lumières, bon, avec les LED ça va, mais si on a des lumières tungstène, etc., tout ce qui est Vicon, etc., impossible de traquer pour des raisons techniques parce que l'infrarouge est complètement saturé. Puis un dernier point, en fait, généralement si on a un data wrangler, donc en fait il va enregistrer toutes les positions des caméras pour après être fourni au VFX pour la post-production. Donc Pierre-Marie Lucas nous a rejoint aussi. Donc juste pour parler, faire un petit point sur la technique. Bonjour Lucas, bienvenue. Pierre-Marie, Lucas, vous pouvez peut-être un peu nous parler de la manière dont vous avez commencé à aborder la production virtuelle chez les Tontons Truckers, sachant qu'on a parlé beaucoup là de murs de LED, mais chez les Tontons Truckers, vous utilisez souvent le fond vert. Et est-ce que vous pouvez un peu nous dire deux mots sur la manière dont vous appréhendez Unreal dans le cadre de ces tournages et quels ont été les défis techniques quand vous avez commencé à travailler sur ces questions-là? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, ça se met à laguer pile à ce moment-là. Bon, sinon, Quentin, tu peux peut-être parler un peu de tes débuts en VP. Que les problèmes techniques en attendant. Non, après sur les trucs sur lesquels moi je pense que c'est important de revenir, c'est que le terme production virtuelle, c'est quand même un terme qui est un terme valise un peu, dans lequel aujourd'hui c'est un peu fourre-tout, et c'est vrai que comme tu disais, d'un côté quand on parle de production virtuelle, on parle des SCVFX la plupart du temps. La production virtuelle, de manière générale, j'aime la définir comme étant l'ensemble des outils qui permettent la communication entre le département, enfin la production et la création dans l'industrie du cinéma, avec tout ce que sont les outils en fait digitaux, quoi. Ça implique du hardware, ça implique du software, mais la mocap fait partie de la production virtuelle quand on l'utilise dans le cadre de la production cinématographique, du simulcam, de la prévise, la techvise, tout ça rentre dans ce champ-là. Et ouais, en fait, l'utilisation d'Unreal Engine là-dedans, elle est déjà pas du tout obligatoire. La plupart, il faut savoir qu'en France, par exemple, typiquement, à peu près 80% de la production virtuelle se fait. Enfin, je compte pas pour Pierre-Marie parce qu'il comme il tourne tous les jours avec Unreal Engine, ça compte pas, il détruit un peu les statistiques. Mais la plupart de ce qui se fait en France, surtout par exemple pour les productions Netflix, ça va être de la 2D. C'est des plates qui sont tournées avec des caméras 360, enfin des rigs de caméras qui font des plates 360 à 12-20K et qui en fait vont projeter ça dans les murs de LED. Et donc dans la catégorie ICVFX, la plupart du temps, aujourd'hui en France, on utilise très rarement Unreal Engine. Donc voilà. Ouais, ce que tu racontais, pour nous, c'est exactement comme ça qu'on voit la production virtuelle, en proposant tout un tas d'outils. En effet, les écrans LED sont la partie immergée de l'iceberg, je pense, de la production virtuelle qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment grâce au Covid, notamment grâce au Mandalorian. Mais en l'occurrence, de notre point de vue, elle recouvre tous ces services, hein, comme tu l'as dit, avec tous ces outils, aussi bien du tracking de caméra, mais aussi du tracking de personnages avec la mocap, mais aussi toutes les techniques, par exemple, de reconstruction 3D à partir de prises de vue réelles au LiDAR ou en photogrammétrie plus traditionnelle. Donc en effet, nous on considère que tout ça fait partie du gros sac de la production virtuelle. Et pour vous faire un rapide historique un petit peu des Tontons Truckers, nous on a abordé la problématique de la production virtuelle avec le fond vert. En effet, l'entreprise a été montée par Christian Guillon, hein, qui est un superviseur assez historique, on va dire, du monde du cinéma français, et qui avait, avec énormément de films à son actif, et qui était plutôt en fin de carrière, et vient même de partir à la retraite. Mais son énorme souhait a toujours été
de mettre les effets spéciaux au cœur du processus de fabrication du film, à savoir le tournage. Et donc, en fait, dès que ça a pu être possible, notamment grâce à des solutions de keying temps réel, qui existent déjà depuis quand même un certain nombre d'années, mais surtout grâce au moteur de rendu temps réel et au nouveau système de tracking optique, et ben maintenant, c'était dès 2018 et même en fait dès 2017, on avait mis au point cette solution donc de prévisualisation on-set à partir de fonds verts, de tracking caméra temps réel et de solutions de rendu temps réel, et on avait déjà opté à l'époque pour Unreal Engine. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, ça nous a permis de fortement nous développer, nous confronter à énormément de problématiques techniques, d'autant qu'on a pris un petit peu la problématique, je ne sais pas si c'était la meilleure option, mais c'est ce qui nous rend aujourd'hui assez performant en termes de photoréalisme, mais nous on avait à fabriquer des extensions de décors qui sont tout à fait standards, c'est-à-dire qu'on a beaucoup fait de Montpellier virtuel et de décors plutôt communs au travers de cette technologie, et tout l'enjeu résidait dans cette capacité à faire du photoréalisme dans Unreal, et c'est vrai que ça nous a posé beaucoup de problèmes, avec quand même une montée en charge du moteur, les avancées d'Epic Games nous ont beaucoup servi. Là, on le voit bien, on commence à vraiment sortir la tête de l'eau et commencer à vraiment industrialiser nos process de fabrication de décors avec la sortie d'Unreal 5, qui aujourd'hui permet un photoréalisme quand même assez simple. Lucas pourra évoquer un petit peu nos derniers travaux à ce propos. Mais sinon, voilà, la technique de production virtuelle telle qu'on l'a pensée, maintenant telle que les Américains l'appellent, c'est la hybrid virtual production, est toujours d'actualité chez nous, avec donc un cas d'usage qui est très récurrent, c'est notre série quotidienne Ainsi Grand Soleil. Donc c'est aujourd'hui une production qui tourne 260 épisodes par an. Et là, on vient de, ça fait maintenant un mois, mais on a fini les stats par exemple sur 2023. C'est vrai que la technique nous a permis en 2023 de fabriquer jusqu'à 8000 plans truqués et un contenant de la 3D avec Unreal Engine, du coup dans des temps assez records et des budgets finalement assez serrés. Alors, faut être honnête, les décors, on s'en resserre très régulièrement, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas des décors chaque journée, bien sûr, dans une émission quotidienne comme ça, les décors sont extrêmement récurrents. Néanmoins, c'est vrai que cette capacité à fabriquer autant de plans n'aurait été possible qu'avec cette technique de production virtuelle. Aujourd'hui, les constructeurs ont aussi investi dans un dispositif de mur LED, avec un plateau aussi, un plateau qui va nous permettre de faire pas mal de nouvelles choses. Pour l'instant, une utilisation en pelure 2D, c'est ce que tu racontais tout à l'heure, avec en effet, on envoie un rig caméra qui vient nous régénérer un stitch en 360 et qu'on vient mapper sur les écrans. C'est très très efficace, notamment pour tout ce qui va être séquence de ruling, donc des séquences en voiture, sur lesquelles on travaille beaucoup. Mais c'est vrai que sur la suite, on a aussi l'intention de rentrer ces séquences de ruling dans des environnements virtuels que Lucas va nous préparer. Donc c'est vraiment la suite des travaux, essayer de rentrer aussi toute cette 3D. On a commencé déjà à faire des premiers tests, mais de rentrer cette 3D sur les écrans. Je ne sais pas si Lucas, tu peux nous donner quelques infos sur l'approche qu'on a suivie pour atteindre ce photoréalisme dans Unreal. Oui, on nous entend toujours? On entend bien? Peut-être qu'on parle tout seul, mais... Oui, comme disait Pim, sur le photoréalisme, nous on a commencé avec Unreal 4, donc on utilisait beaucoup les petits tricks de jeux vidéo pour atteindre le maximum de qualité et puis être confronté aux problématiques temps réel, donc ne pas pouvoir avoir du ray tracing ou du path tracing en plateau. Unreal 5, ça a vraiment été un changement majeur avec l'humaine.
Donc on utilise bien sûr principalement maintenant l'humaine pour tout ce qui est temps réel. Et on a vraiment trouvé dans Unreal des outils qui nous permettent de répondre à nos problématiques. Je pense que tout le monde a pris pour exemple la scène d'Epic qu'ils ont utilisée pour Matrix, que ce soit pour la figuration virtuelle avec les méta-humans, etc. On a vraiment des outils assez complets pour nous. Et aussi, on s'est quand même retrouvé face à la problématique de tester énormément, parce que tout ce qu'on connaissait en Unreal 4 était quand même très différent en Unreal 5, notamment sur la quantité de triangles qu'on peut mettre dans les scènes et de lourds mèches. Donc, notamment, maintenant, on s'oriente beaucoup sur la partie scan. On scanne énormément de choses réelles pour les mettre dans nos décors 3D, ce qui améliore encore le photoréalisme. J'étais juste avec mon petit point de producteur, avec aujourd'hui des techniques de producteur VFX, avec des techniques qui aujourd'hui nous permettent de reconstruire quand même à partir de scans des environnements 3D de façon extrêmement rapide. C'est ça qui est aussi un peu la nouveauté avec ces nouvelles techniques que sont le Gaussian splatting et le nerf. Et juste, Pierre-Marie, tout à l'heure, tu évoquais les cas où vous faites vous utilisez des murs de LED pour les voitures. Juste pour rappeler que le passage au mur LED, ça a été vraiment renforcé par la facilité d'usage quand on a des réflexions. Et tout ce qui est voiture, casque, moto, c'est à ce moment-là que le mur de LED va être vraiment un atout supplémentaire. Alors que le fond vert, l'étape de killing, quand on a enlevé le vert sur les réflexions, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que souvent, pour ces scènes-là, on va privilégier le mur de LED par rapport au fond vert. Exactement, nous, en ayant commencé un petit peu notre travail de production virtuelle sur les fonds verts. Les fonds verts ont quand même des intérêts non négligeables avec cette capacité de faire des rendus offline, même si on a une prévisualisation qui est intéressante, on peut quand même après retravailler l'image en post-production, l'améliorer, finaliser un petit peu le compositing et même relancer des rendus dans une meilleure qualité. Donc cette souplesse-là nous intéressait, néanmoins c'est imbattable. Il va être réflexion parce que ce boulot de faire du compositing, de faire toutes ces réflexions qui demandent donc, par exemple sur une voiture, il faudrait en plus de traquer la caméra, il faudrait remodéliser la voiture, retraquer la voiture de telle façon à recalculer les bons reflets sur cette carrosserie. Et là, ça devient un peu une usine à gaz. C'est là où les murs LED, quand même, nous paraissent extrêmement efficaces pour ces surfaces réfléchissantes, et notamment les voitures. Et là, vraiment, l'intérêt de la technique LED nous paraît vraiment super, quoi. On a vraiment une agilité de tournage, et tout ça sans post-production, quoi. Ne pas se faire avoir, c'est très bien pour la réflexion, mais c'est terrible pour la lumière. Donc autant traiter le mur de LED pour les réflexions, c'est chouette, mais le problème de la lumière, c'est que les murs de LED, c'est de la micro-LED, c'est du RGB, et ça, pour faire de la lumière qui fait un spectre assez large, pour pouvoir reproduire toute la densité des réflexions qui se passent dans les teintes de peau, dans simplement même la peinture, les décors, les tissus énormément, etc., c'est catastrophique. Et donc ça vient poser des problématiques qui sont hardware mais aussi software, parce qu'il faut créer des projecteurs qui peuvent s'adapter à ça, remapper en fait en quelque sorte la lumière qui est transmise par les murs de LED tout en la corrigeant et en la reproduisant avec des LED plus riches, donc pas que du RGB mais du RGB blanc chaud, blanc froid, et idéalement même du RGB avec des nuances d'ambre et de cyan. Mais ça demande aussi du coup de recalculer l'intégralité du flux vidéo qui est fait
pour s'exprimer sur du RGB. Donc en fait, on rentre tout de suite dans des casse-têtes énormes, et dès qu'on commence à se dire « Ah, c'est très bien pour ça, c'est chouette », et en fait, on se retrouve avec une boîte de Pandore qu'on ouvre, et avec énormément de problématiques à résoudre. Et on arrive aujourd'hui seulement, enfin, dire que la production virtuelle de manière large, ça a 20 ans, hein, mais la production virtuelle en ICVFX, comme on l'utilise, ça peut-être, quoi, ça a même pas 10 ans, ça a un peu moins de 10 ans, 7 ans à peu près maintenant, je crois, un truc comme ça. Ouais. On commence aujourd'hui à apporter des solutions à la fois hardware et software pour résoudre les problématiques de lumière sur le plateau virtuel. Donc voilà, c'est tout. Et on va peut-être s'intéresser du coup à l'étude de cas que France nous a proposée pour un travail avec Handicap International. Et Pierre-Marie et Lucas aussi nous ont préparé quelques vidéos pour illustrer les propos par des études de cas. Donc Handicap International, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ils se sont tournés vers Unreal et qu'est-ce que ça leur a permis d'obtenir par rapport à un tournage plus classique dans le projet qu'ils avaient en tête? Alors oui, c'est un projet qu'on a fait l'été dernier. C'était une publicité pour Handicap International. Tout le monde connaît Handicap International, ils interviennent quand il y a des catastrophes naturelles ou des guerres. Donc leur problématique, c'était de faire une publicité pour montrer ce qu'ils faisaient sur 3 zones. Une zone de guerre en Irak, un tremblement de terre en Colombie et un cyclone aux Philippines. Alors, je vous laisse imaginer très facilement que d'aller tourner après un cyclone, c'est pas très praticable. D'aller en zone de guerre pour une publicité non plus, c'est pas du documentaire, c'est pas des reporters de guerre. Donc en fait, la production virtuelle, c'est quand même une solution qui était évidente pour eux. Je ne pas programmer un cyclone. Non, c'est ça. Bon, les guerres, ça peut se trouver, mais bon, après les assurances sont peut-être pas d'accord. Donc c'était vraiment ça. Après, pourquoi est-ce qu'on a utilisé un mur de LED? On aurait pu utiliser de la projection, on aurait pu utiliser un fond vert, mais on a retenu le mur de LED parce que tout simplement, pour refaire les environnements, c'est-à-dire pour un cyclone, de se retrouver avec du vent, de l'eau, etc. Utiliser un fond vert, ça veut dire que si on fait des effets pratiques en plateau, ce qu'ils ont fait, on va se retrouver avec la pluie, le fond vert, on va se retrouver avec les problématiques dont on parlait de pluie, c'est-à-dire qu'il faut tout faire en post-production, aller nettoyer l'image, etc. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et le dernier avantage de la production virtuelle, c'est que tout est sur plateau, on n'a pas besoin d'aller en Colombie, on n'a pas besoin d'aller aux Philippines, on n'a pas besoin d'aller en Irak. Donc avec France 2030, etc., il faut diminuer les émissions de CO2, donc on rentrait exactement dans le... Le mec à l'image porte des lunettes pour que ce soit un problème énorme en fond vert par rapport au reste. Ouais. Moi, je sais pas, de ce qu'on m'a raconté, un des premiers qui ont fait de la production virtuelle, c'était pour le film Oblivion avec Tom Cruise. Ils ont commencé à faire avec un fond vert, et donc le décor, tout était en vert. Et quand ils ont envoyé ça, les premiers rushs au VFX à la post-prod, les mecs, ils ont paniqué, ils ont été incapables de le faire. Donc il y a 2 personnes sur le plateau qui ont proposé de faire de la projection, et donc ils ont résolu une grosse partie des problèmes. C'est un peu le début de la production virtuelle. Après ils ont utilisé sur un solo, et sur Mandalorian, en fait, ils ont vraiment utilisé le LED, ce qui était le premier, je pense, série, enfin, un truc important qui a été fait sur le mur de LED. It was around 7 a.m. when residents were woken by the air raid sirens. 根据当地政府初步统计，截至目前为止，已经有32。Pero los servicios de rescate están en una situación de caos total. 风超大的，你看收音没有问题吧？ Everything is alright. There's someone you can lean on. On aimerait tous que ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas parce que les infos se terminent que les crises ne sont plus d'actualité. C'est pour cela que depuis 40 ans, et tant qu'il le faudra, Handicap International agit sans relâche pour que les personnes les plus vulnérables ne soient jamais laissées pour compte. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à déterminer ce qui était réel, ce qui était image d'archive, ce qui a été tourné sur plateau, mais bon,
Je rentre un petit peu plus dans les détails. Donc là, en fait, vous voyez le storyboard qu'on a reçu, qui décrit les 3 environnements, etc. J'en avais un autre où vraiment ils identifiaient sur chaque partie de l'image qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qui était CG et qu'est-ce qui était effet pratique. Là, je vous montre quelques images de chaque scène, on va dire. Donc là, c'était le tremblement de terre en Colombie. Donc là, le fond, les gens que vous voyez sur l'image, en fait, c'est vraiment des acteurs. Et en fait, tout devant le mur de LED, il y avait de la poussière, des gravats, etc. Et c'est très important, en fait, quand on a un mur de LED avec une scène comme ça, d'avoir une amorce de décor, en fait. Parce que s'il n'y a pas d'amorce de décor, le cerveau, il trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on est dans la Uncanny Valley, donc ça ne fonctionne pas. Mais dès qu'il y a une amorce de décor, le cerveau compense et ça passe très bien, en fait. Ça, c'est les Philippines, l'Irak. Et ça, je vous montre un petit peu les scènes 3D. Donc ça, c'est la scène des Philippines. Donc on est dans l'illusion. Donc la caméra est toujours en bas. Il y a d'autres images, je vais vous montrer. Là, vous pouvez un peu voir le mur physiquement, où est-ce qu'il était. Comme ça, on peut se rendre compte dans la scène où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'on va voir, etc. Ça peut être un scan. Souvent, on fait des scans et puis on les remet. En plus, ça permet d'aligner le N-Display. L'écran virtuel en fait qu'on met dans l'univers, ça permet d'aligner sur le mur physique. Je crois, quand je vois la scène là, dans le moniteur, j'y crois. Hein. Ouais, c'est bien, moi je viens. L'utilisation de murs LED sur ce tournage a vraiment été un ouragan aux Philippines, un tremblement de terre en Colombie, zone de guerre, bombardement en Irak, dans une enveloppe complètement crédible. Et lorsque c'est bien fait, comme on l'a fait dans ce film-là, c'est fantastique, on est fort. Merci. Merci pour cette présentation. On parlait quand on préparait ensemble cette conférence de tout ce qui est déclenchement. On peut peut-être dire un mot là-dessus. Et Pierre-Marie et Lucas, je pense que ça peut être une manière aussi pour vous d'embrayer sur tous les moments où en fait il va y avoir des effets spéciaux sur le plateau et qu'il faut déclencher sur Unreal les effets qu'on a créés en amont. Donc aussi de parler de l'importance du passage souvent au début des VFX, on faisait beaucoup en post-production et puis après avec la prévise, on a commencé à utiliser de plus en plus de VFX sur le plateau, donc les VFX sont passés beaucoup en pré-prod et là avec l'usage d'Unreal sur le plateau, avec les murs de LED ou même l'usage qu'en font les tontons truqueurs, il faut faire un gros travail de prépa, bien savoir exactement ce dont on va besoin, dont on va avoir besoin, pardon. Et ensuite après pouvoir déclencher certains événements en live. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Et après Pierre-Marie et Lucas, je vous laisserai la parole à ce sujet aussi. Ouais, comme on utilise Unreal Engine, on a accès à tout l'engin, on peut utiliser des blueprints, c'est-à-dire qu'on peut déclencher des animations, des événements. Par exemple, si on a une explosion à déclencher, on pourrait préparer. L'opérateur a un bouton, il peut le déclencher et à ce moment-là l'explosion va se déclencher, ou ça peut être n'importe quel autre événement. On peut contrôler la position du soleil, l'heure à laquelle on est, etc. assez rapidement. Donc on a le contrôle sur tout. Mais je mettrai une nuance aussi, si on a contrôle sur tout, ça ne veut pas dire qu'il faut donner le contrôle au réalisateur, au directeur de la film, etc. Parce que là, il y en a qui vont décider de changer la colorimétrie, et là pendant 1 heure ils vont un peu plus de jaune, un peu plus de rouge, et le tournage va s'interrompre. Mais bon, avec les capacités de Unreal Engine, les blueprints, etc., on peut déclencher tout ce qu'on veut à n'importe quel moment. Par contre, il faut avoir perforce sur plateau, parce qu'il faut propager les changements. Si ça crache, il faut pouvoir avoir les derniers changements, enfin tout ce qui vient avec un tournage. Parler de la colorimétrie, parce que c'est quand même un sujet vraiment chiant et très intéressant en production virtuelle, c'est que la colorimétrie rentre on va dire en problème à peu près à 4 ou 5 différentes étapes. C'est que en même temps il y a
en quelque sorte le viewport, en gros, ce que vous balancez dans les displays, Unreal Engine dans quel langage colorimétrique est-ce que vous traduisez ce que vous êtes en train de montrer, donc dans quelle gamut vous êtes, c'est-à-dire dans quelle zone comment dire, comme un espace colorimétrique tout simplement. Vous avez les murs de LED qui sont déjà d'usines pré-programmées pour supporter tel type de gamut. Je ne sais pas à quel point vous êtes tous fluents en problème de gamut, mais en gros, une caméra cinéma est capable très facilement de recevoir ce qu'on appelle du Rec 2020. Le Rec 2020, c'est un espace colorimétrique extrêmement large qui va permettre de pouvoir vraiment récupérer toutes les nuances colorimétriques et d'intensité de luminance dans chaque point de couleur. Et un mur de LED, aujourd'hui, on arrive à peu près 98% du 21, comment on appelle ça non, pas du Rec 2020, non, le Rec 2020, en vrai, parce que pour le coup, entre-temps, je suis allé bosser avec des manufactureurs de LED, et en fait, c'est du gros bullshit. Non. Le Rec 2020, aujourd'hui, sur le niveau du mur de LED, on n'y arrive pas. Il y en a une seule. Aujourd'hui, s'il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps à l'ISE en Espagne, où c'est Auto, donc un gros manufacturier de LED chinois, qui a réussi à produire des LED qui tapent 94% du Rec 2020. Donc 94% de ce que les caméras cinéma, idéalement, veulent pouvoir traiter. Les conditions dans lesquelles ils ont réussi à faire ça, c'est en rajoutant une LED en plus. C'est-à-dire que leur mur de LED, il ne fait pas du RGB, il fait du RGB cyan. Autant vous dire que le panneau coûte à peu près 50 000 €, et normalement, on est plutôt dans l'ordre de 6-7 000 €, le mètre carré, pardon. Donc, ouais, voilà, c'est pas abordable. Et en dessous du Rec 2020, c'est le DCI P3, voilà, et aujourd'hui, on obtient sur des murs de LED standard, on obtient à peu près 94% du DCI P3. Il y a déjà de la colorimétrie qui rentre en jeu ici, elle a énormément de niveau, c'est que la caméra, il faut la caler par rapport à l'écran. Où est-ce que ça se fait à ce niveau-là? Où est-ce qu'on... Simplement, balance des blancs. On cale notre balance des blancs à partir d'où? Qui choisit la balance des blancs? La caméra, le mur, la chaîne Unreal Engine, ce qui est capable de faire les projecteurs qu'on est en train d'utiliser, parce qu'on utilise quoi comme projecteur à ce moment-là? Est-ce qu'on est en train de travailler avec des projecteurs qui sont faits pour faire du mapping d'images, pour la production virtuelle, ou est-ce qu'on est avec du tungstène classique, etc. Ce que je déconseille, il vaut mieux travailler avec de la LED sur toute la chaîne, quoi. Et bref, donc aujourd'hui, en fait, pour être vraiment dans le pratique, il y a justement un directeur de la photographie et color scientist qui a travaillé pendant très longtemps chez Quasar Science, qui travaille maintenant chez Aputure, donc qui sont du côté de la fabrication des projecteurs et qui s'intéressent énormément aux questions de la balance des blancs et du color gamut dans la production virtuelle. Et aujourd'hui, on conseille de se baser sur ce qui est capable de faire le mur. Parce que c'est là où, en fait, c'est le mur qui va être le plus limitant. Le mur de LED, c'est lui qui va être capable qui va avoir le plus de défauts, qui va avoir le color gamut le moins élevé, etc. Donc, ok, il est capable de faire du DCI-P3, on va se baser sur du DCI-P3. Il est de base fait pour être en D65, c'est-à-dire en 6500 Kelvin, selon les standards de color balance, enfin de white balance classique. On va se baser là-dessus. En amont de l'écran, j'avais oublié, il y a encore un autre passage où on peut encore tweaker et faire de la merde. C'est-à-dire qu'il y a les processeurs. On a donc les ordinateurs avec Unreal. Là-dedans, il y a du color grading qui se fait. Ensuite, on passe par les Brompton, ou les mégapixels, etc., qui sont les processeurs qui vont pouvoir balancer l'image correctement sur le mur. Et là, on peut encore faire de la merde. On peut mettre des LUTs si on veut, etc. Et ensuite, on a les écrans, qui sont capables de donner. Bon, au moins, ils sont contrôlés directement par le processeur. Mais comme je disais tout à l'heure, ils ont
des limitations d'usinage. Ensuite, les lumières, la caméra, etc. Mais c'est déjà un moment en fait où on commence à dire à des chefs opérateurs alors attends 2 secondes, donc je sais que tu fais tout à 5006 normalement ou à 4005, etc. Mais là en fait non, on va tout travailler en 6005, ça va être complètement différent, ça implique énormément de choses. La lumière à 6005, le spectre n'est pas pareil que 3002, ça donne pas la même chose sur les teintes de peau, en sachant que les teintes de peau, en fait, elles principalement tape dans le spectre qui est couvert par la LED ambre et donc en fait basse dans la color le white balance. Donc en gros, en fait, nous, enfin, en tant que chef opérateur, on aime travailler les peaux avec du tungstène à 3200. Donc voilà, on rentre déjà directement dans énormément de conflits en fait qui sont pas encore résolus et qui sont en train de se mettre en place. On dira peut-être un mot du coup sur les métiers et la manière dont travaillent ensemble les gens qui viennent plutôt d'Unreal, de ce milieu-là, et les gens du plateau. Bon, c'était un peu la même chose quand les superviseurs VFX arrivaient sur les plateaux dans les années 2000. Ça n'a pas été facile pour eux. Pierre-Marie, est-ce que tu peux dire 2 mots sur quelques études de cas que tu avais préparées ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, nous, en tout cas, sur cet aspect-là, on peut passer après la vidéo, mais juste pour ajouter, c'est vrai qu'il y a eu quand même ce gros travail qu'on a commencé, donc il y a maintenant 6 ans, presque 7, de parler en fait des problématiques aux gens du plateau, de nos problématiques Unreal. Et ça touche tout le monde, quoi, hein. Ça touche aussi bien la déco, hein, parce qu'il a fallu expliquer à la déco qu'il faut faire un avant-plan qui doit être cohérent avec l'arrière-plan. Donc, au début, ils étaient déjà très vexés de ne plus faire l'arrière-plan, et finalement, ils croyaient qu'on n'allait plus avoir besoin d'eux, mais on leur a expliqué que donc c'était fondamental, même qu'on travaille avec eux, et que c'était même un travail très important, de telle façon à ce que l'effet marche, faire des rappels de props virtuels, se coordonner pour que ces props soient cohérents, bien expliquer qu'il faut créer des lignes au décor réel et le décor virtuel. Donc ça déjà c'est la première étape avec la déco. Ensuite on avait eu quand même d'énormes discussions aussi avec le chef opérateur comme on l'expliquait à l'instant, c'était quand même important de lui faire comprendre les capacités de l'outil, hein, de lui expliquer qu'en effet, il y a cette interactivité qui était possible grâce à Unreal Engine, et qu'on avait possibilité de changer, par exemple, la position du soleil pour que son entrant reste cohérent avec la nôtre, de décoration. Et tout ça, en effet, a pris énormément de temps, en tout cas, à faire comprendre, et même c'est encore mal compris. Hein, notre problématique, c'est la pédagogie. Hein, on prend ce temps, en tout cas, de parler de nos métiers, parce que on est encore loin d'être arrivé à un stade où voilà, tout le monde comprend les enjeux de la production. Même sans entrer dans le détail, mais en tout cas, a une bonne idée de ce qui va se passer. Donc c'est pour ça qu'on prend ces temps-là pour vraiment un peu diffuser la parole et les enjeux de cette nouvelle méthode de fabrication. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps. Mais ce qu'on peut proposer, c'est en effet... je ne sais pas si Lucas, tu veux ajouter quelque chose ? Après, c'était pour... on revient en arrière, mais par rapport à la question des déclenchements, de l'interactivité, et aussi de la question du plateau, des métiers, etc. Parce que pour ma part, par exemple, j'ai fait du plateau, j'ai fait un peu les deux mondes. On a eu quelques exemples parlants, comme disait Pim, par exemple sur les rolling voitures, où on a lié le passage de nos lumières 3D en DMX au plateau. Comme ça, quand la voiture 3D passe sous un éclairage, on a la lumière qui est raccord. On l'a également fait pour des séquences plus précises, par exemple, une descente de police dans une planque de tueurs, de gangsters, entre guillemets. Le réalisateur pourra avoir le choix de déclencher la voiture de police 3D qui était, elle, linkée au DMX, et du coup qui faisait vraiment l'éclairage de voiture de police, ce qui donnait le top aux acteurs
pour savoir que la police arrive, il faut qu'on bouge, etc. Donc voilà, nous on a développé aussi des solutions sur l'interactivité. Voilà, c'était pour revenir sur la question précédente. Tout à fait. Peut-être c'est intéressant de diffuser la petite bande démo qui s'appelle Hybride Virtual Production si tu l'as. Ce qui est intéressant dans cette bande démo, c'est qu'en effet, elle recoupe pas mal de décors. Vous allez voir un peu l'évolution de notre technique, parce qu'en effet, quand on a commencé avec Unreal Engine, enfin avec la technique de production virtuelle fond vert, avec des choses très simples, hein, c'était que de la découverte, mais après, comme vous pouvez le voir, il y a des plans où aujourd'hui on se permet carrément de fabriquer des décors entiers en production virtuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des sets, sur un set fond vert en fait 360, uniquement les props qui vont entrer en interaction avec les comédiens qui vont être réels. Donc des décors très légers finalement à monter en termes de manutention. Et du coup ça va nous permettre, voilà, sur cet endroit de décor fond vert 360, là, qui a changé de décor extrêmement rapidement. La déco est capable vraiment de passer en moins d'une demi-journée d'un décor à l'autre. Et ça va nous permettre de jouer dans un même espace jusqu'à 10 décors différents, ce qui est extrêmement, ce qui répond aussi à un vrai besoin de la production, notamment de notre série quotidienne, où les studios, voilà, nous on a 2 studios pour fabriquer cette série quotidienne et ils sont pleins, ils étaient déjà remplis de décors. Donc c'est là où on a proposé cette méthode, en effet, de passer à des décors quasiment full virtuels. Et aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que Unreal Engine va nous le permettre de par ses améliorations et aussi de par le fait qu'on commence à bien maîtriser la bête. Du coup, ça c'est un peu la nouveauté aujourd'hui, en tout cas sur notre technique fond vert, et en effet qu'on est en train de déployer aujourd'hui dans les LED. Juste pour rappel aussi, voilà, cette technique, vous l'avez bien compris, c'est une technique qui permet, la technique fond vert qui va avoir 3 opérations en temps réel. Hein. Une opération de tracking caméra qui est nécessaire et qui est aussi nécessaire sur fond LED avec de la 3D derrière. Donc c'est le tracking caméra qui va être envoyé directement au moteur de rendu, donc qui est Unreal Engine. Et la 3e opération qui se fait sur le fond vert, c'est ce qu'on appelle le key, c'est-à-dire l'effacement du vert pour le remplacer par la 3D qui est calculée. Et c'est cette conjonction des 3 opérations en temps réel qui nous permet de faire cette production virtuelle fond vert. Sur la production virtuelle, que ce soit mur de LED ou fond vert, quelque chose qu'il faut se rendre compte au niveau de la grammaire cinématographique, c'est qu'il ne faut pas avoir un réalisateur qui adore faire des entrées de champ et des sorties de champ en profondeur. Donc déjà, en fait, ça donne une idée en fait, ça enlève pas mal de possibilités de plan. Il faut se rendre compte de ça. C'est que oui, ça marche très bien, mais il faut réfléchir intégralement sa grammaire. Et ça implique encore, c'est-à-dire que la prépa en amont ne se fait pas que pour le point de vue d'un côté technique, mais aussi se fait pour comment est-ce que je vais raconter mon histoire en sachant que voilà, aujourd'hui mes entrées de champ ça va être en haut, en bas, à droite, à gauche, mais tout ce qui est interactivité avec la profondeur ou des entrées de lumière qui viennent du fond et qui arrivent, etc. Là, va falloir s'en sortir différemment, quoi. Tout à fait. Je vois que l'heure tourne, je n'ai pas Kevin dans mon champ de vision, mais je pense qu'il va hocher la tête très très fort. Donc on va peut-être conclure sur un petit mot sur l'avenir de la VP et comment vous voyez les choses là à l'avenir, les points clés qu'il va falloir développer pour que ce soit un médium qui soit appréhendé, puisque de toute manière ça reste un outil, et comme tous les outils qui sont mis à notre disposition, on ne va pas l'utiliser pour tout faire, donc forcément ces entrées, sorties de champ notamment. C'est quoi les prochains enjeux, par exemple en termes de formation, en termes de technique aussi. Il y a pas mal de marques qui sont en train de construire tout un workflow. Je pense notamment, donc là on parlait avant la table ronde des collègues de plateau virtuel qui sont en ce moment à Sérimania à Lille, qui travaille avec Sony, et Sony qui a développé des murs de LED qui sont d'un point de vue colorimétrique
vraiment calés sur leur caméra, et du coup il y a de plus en plus d'industriels qui essayent de travailler sur tout l'ensemble de la chaîne de production pour faire en sorte que ce soit le plus cohérent possible. Donc voilà, est-ce que vous voulez dire 2 mots sur ça, sur les évolutions? Ce sera le mot de la fin, après on va laisser place aux questions. Ouais, non, il y a Sony, il y a Harry Solutions aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a l'industrie de la production virtuelle, c'est un peu étrange, j'ai l'impression aujourd'hui. C'est que d'un côté, il y a les acteurs, les anciens acteurs du cinéma, à la fois, enfin, principalement en fait, fournisseurs de hardware, donc Sony, Harry, principalement, qui essaient de sortir leur propre solution tout en un, qui englobe surtout principalement pour Harry, c'est une mentalité de workflow, parce que ne créez pas de mur de LED. Pas au courant s'ils ont envie de se lancer là-dedans, mais ils sortent, comme de la même manière que Sony d'ailleurs, sortent des plugins qui permettent de calibrer leur caméra par rapport au mur, quel que soit le mur du coup, permettent de calibrer les lumières par rapport au mur, par rapport aux caméras, faire des doubles digitaux de studio aussi, pour les positions de lumière, les mouvements de lumière, etc. Avec des lyres robotisés qu'on a depuis hyper longtemps sur les plateaux, ou que ce soit sur les plateaux ciné, mais surtout dans l'événementiel. Et ben là, plutôt que passer par des systèmes DMX simples et devoir faire notre surcouche nous-mêmes, Harry veut proposer des services, Sony s'y met aussi. Donc d'un côté, il y a effectivement ces acteurs qui se développent, qui créent ces blocs tout en un, mais en fait ça reste aussi quelque chose de très 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 lourd. La production virtuelle, comme tu disais, c'est des gros murs de LED, c'est des render nodes en veux-tu en voilà, etc. Et c'est vrai que, bon, voilà, aujourd'hui où on commence à avoir des trucs comme Sora qui sortent, se pose vachement la question. Et on entend, enfin, moi qui discute beaucoup avec des personnes qui possèdent des studios, tout le monde est un petit peu en train de se demander c'est quoi l'avenir de la production virtuelle. Est-ce qu'il va encore avoir une pertinence d'ici 5 ans, que ce soit même travailler peut-être la réflexion, et bien bientôt on va nous sortir un plugin AI qui va te faire tout ça tout seul en 2-3 clics. En fait, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et effectivement, à partir du moment où on rentre dans le contexte de l'industrie du cinéma, ben, effectivement, c'est une industrie, donc il faut faire des sous et réduire les coûts au maximum. Donc là, effectivement, à ce niveau-là, il y a des chances que certains outils de la production virtuelle finissent par se réduire ou en tout cas changer de forme. Après, ça apporte aussi... En fait, il y a eu une démocratisation des outils de la production virtuelle, même des murs de LED. Il n'y a pas très très longtemps, c'était réservé aux 0,1% de la production mondiale. Aujourd'hui, ça commence à évoluer. On a de plus en plus de projets qui peuvent se permettre de louer des studios avec des murs de LED. Ça ouvre des portes à un cinéma qui n'est pas un cinéma d'industrie du cinéma, mais plutôt un cinéma d'art, un cinéma... enfin, voilà, moi je me permets de me dire que ça se trouve dans 5 ans, effectivement, Disney... ils se diront on va plus dépenser d'argent pour faire des studios de murs de LED, etc. On va faire des films tout en IA et ils vont se casser la gueule, ça va être horrible. Mais ça se trouve, Justine Triet va utiliser des murs de LED. On avait fait une étude de cas sur un film je me souviens plus cette réalisatrice, c'était un projet avec comment il s'appelle? Bon bref, c'est un film d'auteur qui va très certainement sortir dans pas très longtemps, qui a été tourné en mur de LED. C'est une réalisatrice française qui tournait à Los Angeles, enfin qui a tourné à Los Angeles, non, ils sont passés à Los Angeles, mais ils sont tournés à Nice. On va savoir, il se trouve que Nice fait très bien Los Angeles. Et c'est des projets qui, il n'y a pas très longtemps, jamais, au grand jamais, on se serait dit on peut faire ça en production virtuelle, quoi. Donc il y a un shift, moi j'ai tendance à penser qu'il y a un shift qui peut se faire, c'est qu'aujourd'hui ces outils-là, en fait, les premiers coûts ont été absorbés, ils vont pouvoir être utilisés par des plus petits réalisateurs, pour les plus petits projets, les plus petites prods, des courts-métrages, des clips, etc. Voilà, j'ai pas aucune, enfin je sais pas finir mes phrases, mais... Voilà. Mais je pense que tu as un peu raison, enfin, il va y avoir un effet aussi de démocratisation d'une certaine manière des VFX du moment où on va passer un cap, et puis il ne faut pas se leurrer, il faut quand même qu'il y ait une utilisation suffisamment massive de la technologie, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même, enfin, en tout cas nous on a
on estime que voilà, si on fait plus de 4 jours de VP sur un décor qui est construit entièrement, et ben ça y est, ouais, en vrai tu deviens intéressant par rapport à une technique traditionnelle, mais même par rapport à une fabrication de sets complète de façon comment dire, physique. Mais en effet, voilà, mais ces effets vont permettre aujourd'hui de rendre accessible comment dire, des décors un petit peu barrés, ou en tout cas différents, à des productions qui n'en auraient pas eu les moyens encore aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est une vraie réalité. Tu dis 4 jours, mais c'est un truc, enfin, c'est vraiment que c'est calculé, etc. Enfin, je sais que là, enfin, en ce moment, Netflix est en train de tourner leur prochain 1899, en gros, leur prochaine très grosse production de murs de LED. J'ai un pote qui a construit un studio énorme, etc. Et tout ça pour me dire que finalement, en fait, ils vont tourner 5 jours. Et c'était prévu depuis le début. Et voilà. Donc 5 jours, ils ont monté un studio pop-up quasiment 360. Ouais, bah écoute, j'aurais demandé s'ils pensaient, enfin, si techniquement Netflix se retrouvait ça dans les finances. A priori non, mais ils n'ont pas forcément, je sais pas, voilà, ils ont une mentalité un peu particulière, s'en foutent à ce niveau-là, je sais pas. Oui, bah, c'est un peu différent, ouais. Mais par contre, voilà, ouais, nous par exemple, hein, pour être... Enfin, ouais, pour expliquer un cas d'usage, hein, nous ça y est, ouais, le cinéma commence à s'y intéresser. Et c'est vrai qu'on a eu la chance voilà, de faire un film un peu d'une actrice qui devient réalisatrice, qui devrait sortir à Cannes, et c'est vrai que c'est une économie quand même qui est assez petite, mais elle avait vraiment besoin de refaire un décor en studio avec une rue qui existait vraiment, qu'elle ne pouvait pas avoir accès. Et c'est vrai que voilà, ouais, elle avait une utilisation quand même sur une dizaine de jours de cette technologie. Et c'est vrai que ça rentrait bien, quoi. On a dû faire un petit effort, mais en l'occurrence, ça fonctionnait. Et elle aurait en aucun cas été capable de le faire avec la méthode traditionnelle, on va dire, avec tracking caméra en post-prod, re-rendu dans des moteurs pré-calques et compositing final. Ça aurait pas été possible dans son économie. Et nous, on a pu voilà, le faire de par la technique aujourd'hui de scan d'environnement, de par les avancées du moteur Unreal et aussi de par un petit peu notre workflow technique qu'on a bien industrialisé, et on a pu voilà, lui faire son film dans de bonnes conditions, et ça n'aurait pas été possible. Voilà, il y a encore, même pour lui, il y a encore 2 ans, hein, parce qu'il a fallu bien tout industrialiser pour que ce soit aujourd'hui possible. Et juste un mot, c'est cette lourdeur de production, de la production virtuelle, on peut dire qu'on peut le faire pour un seul plan, si on veut aussi, sur une seule séquence dans un film. Donc ça change aussi totalement la mentalité. Enfin, voilà, on peut faire un court-métrage où on a besoin d'une scène ou avec un mur de LED parce que c'est vraiment particulier, etc. Et ben, ça peut se trouver, ça peut se faire aujourd'hui, quoi. Et ça sera le mot de la fin. On va laisser le public poser des questions si vous en avez. Moi, je vais devoir vous laisser. Lucas, tu peux prendre le relais sur les questions parce que je suis. Merci beaucoup Pierre-Marie d'avoir été avec nous ce soir de loin. Ouais, merci pour ta participation. Merci, à bientôt. Déjà, merci à tous. Merci pour cette conférence. J'avais une petite question. Concernant, vous n'allez pas dire qu'en termes écologiques, alors c'est une question qui est à la fois, j'ai envie de dire, un peu générationnelle et aussi politique. Vous posez la question écologique de la technologie. Et je me demandais réellement l'impact, en fait. Est-ce qu'il y a eu des études concrètes qui ont été menées sur l'impact écologique des murs de LED, étant donné ce qu'ils demandent aussi en termes de métaux rares ou ce genre de choses qui sont utilisées, et en fait combien coûte en moyenne une journée de tournage avec cette technologie? En termes d'écologie, c'est très obscur parce que ce sont des calculs qui sont... Il y a beaucoup d'industriels qui sont très opaques sur notamment l'utilisation des serveurs. On ne sait pas exactement combien consomment les serveurs quand on fait des plans 3D, surtout en temps réel.
Mais ce sont des choses qui sont en cours de calcul, notamment en France par EcoProd. Ils ont fait un partenariat avec Plateau Virtuel en ce sens, il me semble. Et de toute manière, la LED pose problème. C'est pas recyclable. En général, quand le panneau est cassé, il vaut mieux en racheter un plutôt que de le... Pas forcément. Alors, pas forcément maintenant. C'est seule personne qui... En France, il y a quand même une... faut dire qu'en France, on a une société qui fait de la LED, qui s'appelle Arctixium, qui sont producteurs de LED et qui sont les seuls à offrir ça en Europe, et surtout un service où ils sont capables de vous changer la LED à l'unité sur un bloc. Donc voilà, ils sont à Lyon. Sauf qu'en général, les murs de LED sont des murs chinois. On entend souvent dans le milieu que c'est compliqué de réparer de la LED. Et d'ailleurs, en ce moment, ce soir, si ça vous intéresse, tout ce qui est éclairage LED et que ces questions vous intéressent, il y a la CST qui projetait ce soir tous les essais qu'ils ont fait sur la LED, qui va être disponible aussi en ligne, en vidéo. Sur l'éclairage, oui. Mais du coup, ces questions-là ont été abordées notamment par un directeur de la photographie qui s'appelle Philippe Pro. Et ce sont des questions qui sont hyper importantes, qu'il faut traiter et qui mettent du temps. Il y a avec tous les barrages qui existent à cause de pas mal d'industriels qui vont freiner, qui vont pas forcément donner leurs chiffres. Mais ce sont des questions il faut toujours peser le pour et le contre entre est-ce qu'il vaut mieux faire une session sur mur de LED ou prendre l'avion pour 50 personnes pour 3 jours de tournage. Donc ça va toujours être une balance à trouver entre l'usage d'un mur de LED et le déplacement des personnes, sachant qu'en général quand même, ce qui est le plus polluant pour les tournages, ce sont les déplacements. Et ça a été prouvé pour quel que soit, même par rapport aux serveurs, ils estiment que c'est peanuts quasiment par rapport au déplacement des personnels. Donc il y a des problèmes écologiques qui se posent, qui sont traités en ce moment, mais par rapport au déplacement d'une équipe technique, parfois ça vaut plus le coup de faire un tournage en mur de LED. Et puis on peut cracher un décor ou faire brûler la forêt indonésienne qu'ils ont fait pour Pocket Now, là sur un mur de LED, ça pollue un petit peu moins quand même. Je dirais en plus ça va dépendre en France par exemple, la consommation électrique pour alimenter le mur de LED, l'électricité principalement nucléaire ou hydroélectrique, donc il n'y a pas. Si on était en Chine, ce serait principalement du charbon. Les LED qui sont fabriqués en Chine, c'est principalement fabriqué avec du charbon, il y a du cadmium, plein de métaux rares. Je pense que les coûts environnementaux ne sont pas vraiment bien établis à l'heure actuelle. J'aurais une question plutôt au plan artistique. D'après votre expérience jusqu'ici, quelle est la proportion de réalisateurs qui utilisent le mur de LED non pas comme une finalité en soi, comme un environnement, comme on voit malheureusement pas mal de séries ou de films très cantonnés dans la grammaire cinématographique dont je parlais tout à l'heure, Quentin, mais plutôt comme un outil à part entière, qui a sa place, qui typiquement pour un court-métrage faire un plan, un shot spécifique. Voilà, comme chaque époque a eu sa tech du moment, l'animatronique, etc. Et quelle proportion de réalisateurs sont vraiment conscients de lui laisser sa place sans tomber, comme ça arrive parfois, même très souvent, dans le piège de l'outil? Approximativement, sans donner de nom évidemment. C'est hyper dur à répondre honnêtement. Après j'ai l'impression que c'est très considéré comme un gros jouet pour l'instant et que les gens se disent waouh, elle va faire plein de trucs. Mais j'ai fait beaucoup de prépa en production de projets qui voulaient se faire intégralement en production virtuelle et où j'ai dû serrer des cas de fer en disant non mais là en fait vous faites que les plans serrés avec des jeux d'acteurs importants, etc. Le reste c'est du plan large, ça se fait en pleine mer, machin, etc. Mais c'est pas automatique quoi, de la part des réalisateurs, de la part des producteurs. C'est difficile de se rendre compte pour eux, je pense que c'est vraiment un outil à utiliser effectivement une fois ou deux. Mais en fait, c'est comme ça change énormément de choses sur la logistique.
la manière dont on voit la production intégralement, c'est... En fait, on est, comme disait Pierre-Marie, c'est qu'on est vraiment dans une période où il faut éduquer encore aussi les producteurs là-dessus, et je parle beaucoup des producteurs plus que des réalisateurs, parce que derrière, le rapport économique est tel que, à part si tu t'appelles James Cameron, ça va être très compliqué d'être un réalisateur qui va imposer l'utilisation de la mur de LED. Ou, le sens inverse, si tu es un jeune réalisateur qui fait un court-métrage et qui trouve un deal avec un studio, quoi. Voilà, ça répond pas vraiment à ta question, mais par exemple, je sais que, tu vois, aujourd'hui, les chiffres chez Netflix France en tout cas, 50% de leur production utilise de la production virtuelle, 99% de cette production virtuelle, et ça vient directement de la bouche du producteur principal de Netflix, c'est de la play 2D, pour du rolling. Donc, aujourd'hui, effectivement, énormément de projets se font où on l'utilise à un moment donné. Là, on va passer 3 jours en studio de LED, mais c'est que du rolling, c'est tout, et le reste, c'est en décor naturel. Donc voilà. J'ai une question pour Pierre-Marie qui nous a quittés. Je vais la poser à Lucas s'il nous entend encore. Oui, c'est bon. Ouais, je suis là. Tout à l'heure, Pierre-Marie a lâché 2 mots-clés qui étaient le nerf et le Gaussian splatting. Alors bon, ça fait 3 mots, mais vous avez compris l'idée. Ma question, c'est est-ce que ces technologies vous utilisez déjà aujourd'hui en production? Et si oui, dans quel contexte et avec quels outils de retouche? Je pense que tout ce qui va être lighting, géométrique, culling, etc. Ouais. Très bonne question. Alors, on les utilise dans des workflows un peu alternatifs, on va dire, ou pour des one-shots. C'est-à-dire qu'on les a mis en prod surtout pour un long métrage spécifique sur lequel on a travaillé par rapport à Marseille. Pour donner un peu le contexte, donc pour des soucis de prod, ils avaient besoin d'avoir... en gros, ils ont fait 2 appartements en réel, sauf qu'un des 2 appartements est un peu trop petit pour tourner toutes les séquences qu'ils veulent, donc ils l'ont refait en partie en studio. Il fallait donc que nous, on puisse... avoir strictement la même chose en studio, enfin en tout cas en fond vert dans la découverte. Donc c'est poser la question de refaire toute la ville de Marseille dans un délai de 10 jours, c'est impossible, ou très compliqué. Donc on a fait du scan, on a fait pas mal de scans avec des bouts en Gaussian splatting et en nerf qui serviront juste à faire des rapports au montage, c'est-à-dire que entre la séquence qui a été tournée dans l'appartement réel en plein centre de Marseille, ou peut-être en plan serré, et la séquence en plan large tournée en studio, avec peut-être peu de mouvement, ou voilà, où il faut que le raccord soit strict entre les 2 plans. Il faut que donc le réel soit vraiment, le VFX, l'effet soit vraiment parfait. Donc dans ce genre de cas, le gauche sert parce qu'on conserve la parallaxe et on a strictement la même chose que le plateau et que le décor réel, quoi. Bon, sinon, ça nous sert également dans la reconstruction de scan en photogrammétrie pour avoir un premier modèle et gagner du temps sur la reconstruction. J'ai une question de double sur le Gaussian splatting, tout ça. C'est quoi les problématiques techniques par rapport à un scan normal en fait, pour l'avoir dans l'engine et le mettre derrière Le problème, c'est vraiment l'éditabilité en fait. C'est que le Gaussian splatting demande, quand on le met dans Unreal, demande des settings assez spécifiques. Donc il ne peut pas toujours s'intégrer parfaitement dans des scènes 3D, dans nos décors 3D habituels. Et aussi la façon dont il a de réagir à la lumière peut être assez différente. Donc c'est pour ça que ça peut être pas toujours progressif. Mais par contre, le temps de reconstruction par rapport à du scan classique est 100 fois plus vite. Et ça tourne en temps réel. Réel sans problème parce que c'est pas du mesh. Et on conserve tout ce qui est RSE. Donc c'est assez utile pour des scans avec des surfaces réflectives, comme des surfaces d'eau ou autre. C'est quoi si c'est pas du mesh? C'est ça que je comprends pas. Je n'ai pas du tout touché au Gaussian, donc ça
C'est justement c'est du splat. C'est comme grossièrement, hein, je vais faire très grossier, c'est un peu comme un nuage de points, mais c'est vraiment un splat, c'est un peu plus une forme ovale qui du coup, en fait, c'est pas vraiment un plan normal de la caméra, mais habituellement sur un scan classique, c'est vraiment un nuage de points figés dans l'espace, donc c'est un point déterminé, et la caméra 3D, quand elle se déplace, elle a juste un point, alors que le Gaussian splatting, il a l'avantage, et le nerf aussi, d'avoir les côtés, la réflectance, donc tout ce qui est reflet, qui du coup change quand on se déplace, on l'a dans un Gaussian splatting et dans un nerf, là où en photogrammétrie on aurait juste un trou, il n'aurait pas su reconstituer un reflet. Je sais pas si c'est clair. Merci. On va voir lui. Merci à tous pour votre attention. Juste, attendez. Petit mot de Franck. Un dernier point. La licence Unreal change avec la version 5.4, c'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, c'est fait. Les jeux vidéo, il n'y aura pas de licence, mais tout ce qui est production virtuelle, etc., il va falloir payer $1850 par poste par an. La version 5.3 est utilisable. On peut garder il faut faire plus $1 million de chiffre d'affaires. Et aussi pour la petite note, tout ce qui est ordinateur sur plateau, donc les renders etc., c'est pas $1850, c'est $500 par poste. Merci Franck pour ce rappel. Bonne soirée. Merci.